On voit tout le système qui marche. Alors, il y a des bascules là, ça se retrouve là-haut. Puis en fonction des claviers que je clique, vous voyez, ça marche plus ou moins. Et quand je veux accoupler les claviers entre eux, on voit des barrettes en fait qui se déplacent pour mettre en utilisation les balanciers. Donc on a des barrettes qui sont à tous les niveaux. Et donc ça arrive des fois d'intervenir sur ça, mais en général c'est très stable, ça ne bouge pas. Ça. On a l'œil de Moscou qui est là. Voilà. Donc ici il y a une seule marqueur au grand ordre, c'est ça? Il y a une marqueur au grand ordre. Oui, on n'en a pas dans les autres claviers. Le récit c'est une commande directe. Alors le récit, le voilà ici. Ça c'est alors le clavier de bombarde. Le clavier de bronze, c'est le clavier principal, c'est par lui que font passer tous les claviers. Le positif est dans le dos ici, donc on a une commande qui passe en dessous. C'est pour ça qu'on est surélevé sur la console, parce qu'on a toute la commande mécanique qui passe en dessous pour alimenter à la fois en air et en la commande des soupapes. Ça se fait ici. Alors les jeux de positifs, vous les avez entendus tout à l'heure en bas. Si je joue un autre jeu plus calme. Alors là on entend un panneau qui résonne par rapport aux vibrations. C'est un orgue qui vit. Alors le jeu de montre, c'est un jeu sensible. Bonjour Olivier. Je t'ai amené d'autres étudiants. Ah bah qui reste. Le jeu de montre, c'est le jeu qu'on voit. En fait, ce sont les tuyaux de façade. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle montre. On le montre. Alors, on en a un pour le positif, qu'on voit très bien d'en bas. Et on a aussi un jeu de montre, mais vous allez voir que c'est la même appellation, mais c'est un timbre différent. Voilà, alors le grand orgue comporte ici que les jeux de 16, 8, 4. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant quand je parle 16, 8, 4, si ça vous interpelle ou pas. Je pense que oui. Ce sont des dimensions anciennes qui concernent encore la longueur des tuyaux. Donc ce sont des dimensions en pieds. Un pied étant à peu près égal à 30 cm. Quand on sait qu'on tire un tuyau qui fait 8 pieds, pour le plus grave, c'est un tuyau qui fait donc 2,40 m. Donc ça fait 2,40 m. Alors on peut l'avoir avec un timbre comme ça, on peut l'avoir avec un timbre plus doux. Et on peut aussi l'avoir avec son double, c'est-à-dire en 16 pieds, c'est-à-dire au lieu de 2,40 m, on a 4 m 80. J'attendais que la réponse. Et donc là, on est sur des sons très graves, et alors, on l'entend arriver quand on joue les jeux en tenant la note. Et là, j'ai tiré donc le son octave, après je vais tirer l'octave au-dessus. Alors c'est la raison pour laquelle on a des claviers relativement courts, plus courts qu'au piano. Au piano, il nous faut au moins 88 touches pour avoir l'air de quelqu'un derrière un clavier. Tandis qu'à l'orgue, 56 touches, c'est la taille normale, parce que ça permet, on a des tuyaux qui permettent d'aller l'octave en dessous, et des tuyaux qui permettent d'aller 2, 3 ou 4 octaves au-dessus. Parce que là, je pars du 8 pieds, c'est le La donc normal du diapason. On en a un ici. Voilà. Quand on tire cela, on peut s'accorder avec un hautbois sur le La, on est à 440 Hz. Mais si on y met un 4 pieds, on va avoir le La en plus au-dessus. Et si on y met un 2 pieds, on aura encore un La au-dessus. Donc avec un doigt, je joue 3 notes. C'est formidable, c'est un métier de fainéant finalement ça. Et donc là, il y a 3 tuyaux qui parlent. Si je joue 2 notes, ça fait 2 fois 3, à peu près 6 notes. Et puis plus on joue bien sûr, après ça se multiplie. Tout à l'heure dans le tutti, je pense qu'il y avait à peu près 200 à 250 tuyaux qui sonnaient en même temps. C'est pour ça que ça fait du bruit. Mais je trouve que l'orgue ici est puissant, mais il n'est pas agressif. Je ne sais pas si vous avez apprécié, mais d'en bas, on n'est pas assailli par l'orgue. Il y a des fois des églises, d'ailleurs, un peu de temps avant de venir ici, j'étais dans une église, je me suis fait décoiffer par l'orgue, tellement qu'il était puissant.
Et ici, en fait, il est puissant, présent, mais on se sent enrobé par l'orgue. Hein. Alors bien sûr, en haut, on a une sensation complètement différente. Alors ici, on peut avoir des jeux de gouttes d'eau. Vous l'avez entendu tout à l'heure, ça. Hein. On peut avoir des effets encore plus marrants avec un 16 pieds et un 2 pieds, c'est-à-dire qu'on a deux extrêmes. Et ça fait des trucs marrants. On peut même faire ici une imitation de l'orgue Hammond, parce qu'avec le trémolo, vous avez entendu le trémolo tout à l'heure? Et quand on le met ici, on a vraiment l'impression d'avoir une moissonneuse-batteuse qui se met en route. Et en fait, c'est parce que l'air est en train de vibrer de manière mécanique. Là, il y a un tuyau qui est un peu gênant à mon goût. C'est amusant ça, hein? Voilà. Et là, d'en bas, vous avez entendu le jeu de voix humaine, sans trémolo, il est ordinaire. Mais si on met justement de l'air un petit peu, il bouge. Hein, c'est vrai qu'on dirait les bigotes de Saint-Omer. On va leur dire, mais quand on chante un peu comme ça. Et quand elle chante ça, ça fait vraiment ce son-là, les bigotes de Saint-Omer. Les dames au chapeau vert. Voilà. Alors, bien sûr, je n'aurais pas sonnette batteuse. On l'enlève. Avez-vous des questions à poser? Ou quelqu'un a-t-il envie de jouer? À propos des tuyaux de montre, Oui. quelle est la proportion des tuyaux qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas? Ah, ils sont tous en fonction ici. Ici tous? Oui, oui. Donc, Il y a des orgues où ils mettent ça pour la décoration. Et souvent, les montres comme ça, c'est même des tuyaux qui sont peints en bois. C'est plat et ça marche pas du tout. Et vous savez comment on appelle des tuyaux qui ne marchent pas, qui sont mis en façade? Vous connaissez? On leur dira pas. Si, ça s'appelle des chanoines. Alors je ne sais pas si c'est une Donc ici, véritable il y en a allusion à nos bons chanoines qu'on a. Mais même encore si on le pense, on ne leur dit pas. Mais ils ne servent à rien en fait. C'est de l'apparat. Oui, on appelle. Ici, non, tous les tuyaux qu'on voit sont alimentés. Et les tuyaux de façade sont relativement brillants parce qu'ils sont faits avec un alliage de métal avec un pourcentage d'étain et de plomb. Pas que de l'étain, parce que l'étain ça coûte très cher et c'est pas facilement malléable. Donc on y met du plomb et on ne met pas que du plomb parce que le plomb c'est terne et là pour le coup c'est un métal très mou et à force les tuyaux avec le temps et leur propre poids s'écrasent. Donc on met de l'étain pour faire bien et puis ça fait une façade quand même qui est colorée et donc il y a 80% d'étain et 40% de plomb, et à l'intérieur, il y a 60% de plomb et 40% d'étain. Sinon, au niveau musical, ça ne change Au rien. point de vue timbre, c'est pareil. Alors l'important dans un tuyau, c'est qu'il soit inerte par rapport à l'air qui circule dedans. Le son est produit par l'air qui circule dans une colonne donnée. Si la colonne est longue, l'air se déplace lentement, donc le son est plus grave. Dans un tuyau aigu, il est vite sorti, donc le son est aigu. L'important, c'est de ne pas que le contenant vibre. Alors au 19e siècle, on a voulu mettre des orgues très riches en jeu de bipied, donc des tuyaux qui prennent beaucoup de place, des orgues imposants. Et en fait, pour économiser, on les a construits en zinc.
Alors le zinc, c'est un métal qu'on ne trouve pas en grosse épaisseur, sinon on ne peut pas le travailler. Donc il fallait déjà le travailler, c'était pas facile. Et après, ces tuyaux-là rentraient en vibration avec le son. Donc on disait qu'un tuyau zinguait. Donc c'était pas beau. Là, il y a encore certains instruments où ça marche comme ça. D'ailleurs, souvent on dit ça va ton zingue. Et c'est pas beau. Donc on a maintenant construit plus jamais de tuyaux en zinc. Voilà. Donc ils sont en alliage d'étain de plomb. Et pour les gros tuyaux, en général les gros tuyaux, ils sont en bois. Encore une fois, ça coûte un peu moins cher que le métal. Et puis c'est quand même des volumes qui sont stables pour laisser circuler le vent. Mais c'était une bonne question. Avez-vous d'autres questions? Ça en s'ouvre. J'en ai encore une, j'ai le droit. Ah oui. Bon, c'est une question de néophyte. Hein. Est-ce qu'il y a des orgues qui n'ont plus de buffet? Est-ce que le buffet n'avait pourtant pas une fonction de caisse de résonance? Tout à fait, le buffet est important. Alors là, bien sûr, on a été très loin dans la conception du buffet parce qu'on y a mis des sculptures, des décorations partout, et vous voyez, les arcades sont même galbées. C'est quand même un travail extraordinaire, mais ça ne sert à rien pour le son. Par contre, ce qui est important, c'est de situer tous les tuyaux dans des caisses, ce qu'on appelle des caissons. Et les caissons, étant fermés aussi à l'arrière, laissent passer le son devant. Du coup, ça projette le son du tuyau. Un orgue comme celui de la Treille à Lille a aussi des caissons derrière. Alors lui, tous les tuyaux ne sont pas sur des caissons, ils sont à l'air libre. À la cathédrale d'Arras, il y a un orgue aussi où il n'y a pas de buffet, c'est simplement un soubassement et les tuyaux sont comme ça à l'air libre. Cela dit, l'orgue est complètement mis au fond de la nef, tout en haut, sous les voûtes, et le son est dirigé de manière grâce à l'architecture du bâtiment. Mais en général, on les place toujours, notamment ici le positif, dans un caisson pour que le son soit projeté derrière et ici, parce que quand on a les jeux qui jouent ici sans par-son, c'est quelque chose ici. Donc les caissons sont importants. Il y a toujours un buffet dans un orgue puisque ça permet de ranger les tuyaux. Et une autre raison un peu pratique, ça évite aussi un empoussièrement rapide. Quoique de toute façon, vous inquiétez pas, la poussière n'attend pas qu'une porte soit ouverte ou fermée pour passer. Et donc il existe tous les 10-15 ans ce qu'on appelle un dépoussiérage de l'orgue. C'est-à-dire que même dans un édifice comme ça, où on ne fait pas de cuisine, où on ne fait pas de machin, il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'oreiller, il y a quand même de la poussière qui circule. Et de temps en temps, il faut tout dépoussiérer. Donc enlever tous les tuyaux, passer la poussière, passer la poussière dans les tuyaux. Donc c'est un travail conséquent, surtout quand il y en a 3200. Voilà. Donc c'est démonté, c'est pas avec de l'air à pression. Comment? C'est démonté, c'est pas de l'air à pression qui nettoie. Ah non, il faut les démonter. Non, parce que l'air qui circule dans les tuyaux va passer par la bouche, mais il n'y a qu'une quantité qui passe dans le tuyau et une autre qui est éjectée à l'extérieur. D'ailleurs, on voit sur chaque bouche, il y a ce qu'on appelle une lèvre avec un biseau, et c'est le biseau qui oriente la quantité d'air voulu dedans et dehors. Mais l'empoussiérage, il n'est pas... la poussière ne s'en va pas avec l'air qui circule dans les tuyaux. Ouais, donc c'est le ramonage, quoi. Ah oui, c'est du nettoyage à l'aspirateur, carrément. Hein. Ah, oui. Lessivé. Alors le tuyau le plus grave que je vous ai pas fait entendre tout à l'heure dans les jeux d'anches, c'est celui-là. Ça s'utilise pas tout seul parce que c'est pas beau. C'est pas très beau, hein. Je préfère encore le cœur des maguettes que ça. Ah ouais. Cela dit, ça vient bien sûr gonfler une enregistration qu'on a commencé à élargir.